Bienvenue à tous sur ETV Newsweek. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. Moun Guadeloupe, le parquet demande un complément d'enquête après la levée de leur garde à vue pour violence. À 3 semaines de la journée des violences faites aux femmes, on fait le point sur des chiffres en augmentation en Guadeloupe. Campagne de vaccination, il reste 3 mois pour se protéger contre la grippe. Lilié Dugosier est le gardien du phare. ETV vous emmène sur ses pas. On commence avec le sujet polémique du collectif Moun Guadeloupe. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Le parquet demande toutefois un complément d'enquête. Leur garde à vue a été levée. Ils étaient 4 interpellés dans le cadre de débordements lors de la visite du chef du gouvernement, Édouard Philippe. Les précisions de Marius Mathieu. Sur ces images amateurs, des affrontements musclés entre les forces de l'ordre et des membres du collectif Moun Guadeloupe. Le mouvement citoyen s'était fixé pour objectif de remettre un courrier au Premier ministre lors de sa visite sur l'archipel. Le résultat va aller à l'encontre de leurs attentes. Ce mardi matin, 4 membres du collectif Moun Guadeloupe sont toujours en garde à vue prolongée pour certains. À l'extérieur, un rassemblement de soutien spontané s'est formé. L'occasion de revenir sur les agitations du week-end. C'est de faire entendre la légitimité du peuple guadeloupéen à demander qu'un dispositif ou un cadre légal autour de l'eau soit mis en place. Sachant qu'on était devant un silence assourdissant, que ce soit de nos politiques ou même de celui qu'on nomme le préfet, on a décidé effectivement de parler à une plus haute instance de la France. Sachant que le Premier ministre était de passage, nous voulions juste lui remettre un courrier. Donc alors pour ce même courrier, on a envoyé la grande cavalerie, on a tiré sur nos LBD, on nous a mis en joue avec des fusils, on a matraqué des gens jusqu'au sang. Donc en fait on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de faire taire le mouvement citoyen Moun Guadeloupe, d'essayer de nous blesser, de nous faire mal physiquement et de nous attaquer aussi juridiquement. Pour la plupart des personnes devant le commissariat, les arrestations sont incomprises. Tous engagés pour dénoncer les conditions de vie des Guadeloupéens, ils déplorent aujourd'hui un manque de considération. Si toutefois ces problèmes ne sont pas résolus en temps et en heure, c'est nous qui mourrons. Vous voyez très bien en ce moment ce qui se passe au niveau de l'eau. De l'eau qui n'est pas donnée en temps et en heure, de l'eau coupée intempestivement, chlordéconée, empoisonnée, résidus d'excréments. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait réellement en Guadeloupe pour qu'on puisse enfin déclencher cette crise sanitaire qui, pour moi, permettrait à tout un chacun d'avancer déjà dans un premier temps et de se sentir mieux, de se sentir vu, je ne dirais pas aimé, mais au moins pris en considération par nos politiques déjà premièrement. Nous ne sommes pas considérés comme des Français, alors qu'ils le prônent partout. Il ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures. C'est soit au cas, soit au pas cas. Pour ces citoyens engagés, la venue du Premier ministre Édouard Philippe aura laissé un goût amer. Le collectif, qui n'en est pas à son premier coup de force, compte continuer ses actions pour lutter contre les conditions de vie difficiles en Guadeloupe. On ne sait plus quoi penser des propos de Max Mathiazin sur les radars tourelles. Fait rare, le député dénonce la volte-face du Premier ministre. Édouard Philippe, lui, qui a confirmé le déploiement de ces radars. Il faut dire que l'annonce de l'arrêt de l'installation semblait plutôt surprenante. Marius Mathieu. Comme il y en a moins d'avance, c'est pas grave. Dans son débat ouvert destiné aux réseaux sociaux, le Premier ministre Édouard Philippe s'est montré ferme sur l'interrogation d'une internaute. Et donc pour répondre à la question de Clarisse, allez-vous arrêter le déploiement de radars tourelles dans un aussi petit territoire ? La réponse est non. On va déployer ces radars tourelles et on va le faire parce que c'est une politique publique. Au fond, il y a quelque chose qui se joue, qui est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus sensible que simplement l'inconvénient d'avoir à respecter la réglementation. La semaine dernière, l'arrêt du déploiement des radars avait été avancé officiellement par le député Max Mathiazin, avant d'être démenti dans la foulée par le préfet de région. Une situation inconfortable pour l'élu qui siège à l'Assemblée nationale. Avec des propos mis publiquement en doute, le parlementaire maintient et justifie sa version dans une conférence donnée ce mercredi matin. La conseillère parlementaire de Christophe Castaner m'a informé, entre autres, de la suspension du déploiement des radars tourelles. Je dis bien suspension. D'une réunion avec tous les élus après la visite du Premier ministre en Guadeloupe, ce qui avait déjà été acté avec monsieur le préfet. Des actions de prévention et de pédagogie en faveur de la sécurité routière. Les termes de la conseillère du ministre ont été notés scrupuleusement. Implantation des radars tourelles stoppée
mesure conservatoire de suspension. Une manière pour le député de tenter de prouver que ces déclarations ne sont pas fausses. Il dénonce un changement brusque et total d'opinion de la part du gouvernement. C'est de faire savoir aux Guadeloupéens que ce n'est pas ma parole qui doit être mise à mal, mais c'est la parole de l'État, et de dire que je voudrais savoir ce qui s'est passé dans les 1h10 qui se sont écoulés entre le moment où je fais mon communiqué pour informer les Guadeloupéens et par l'intermédiaire de la presse, et 21h28 quand la nouvelle indication arrive par un nouveau mail. Le déploiement des radars tourelles continuera en Guadeloupe selon le gouvernement. Le député Max Mathiazin continuera de s'opposer à cette mesure, préférant entre autres la prévention et l'amélioration des réseaux routiers pour faire progresser la sécurité routière. La journée contre les violences faites aux femmes aura lieu le 25 novembre. Les chiffres sont en augmentation en Guadeloupe. Une conférence a été organisée cette semaine sur le sujet. Marius Mathieu. Le chiffre fait froid dans le dos. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Ici en Guadeloupe, le nombre de femmes victimes de violences s'élève à 1134 depuis janvier, selon les services de gendarmerie. Des statistiques en hausse par rapport à 2018 qui ont conduit Tania Galvani à organiser une conférence débat sur le sujet. Pour l'avocate et conseillère municipale de l'opposition à Pointe-à-Pitre, cette violence est un fléau social à combattre. Il faut savoir que nous en sommes au 125e féminicide depuis le début de l'année. Ce sont des statistiques à l'échelon national, mais malheureusement, la Guadeloupe n'échappe pas à ce fléau. Donc il était important de continuer à se pencher sur cette question, à réfléchir ensemble à des solutions. En fait, ce que je souhaite, c'est faire un état des lieux, c'est-à-dire en Guadeloupe, où en sommes-nous de la lutte contre les violences faites aux femmes. Puisque les violences faites aux femmes, ça recouvre vraiment un panel très large, parce qu'on entend souvent parler des violences conjugales, mais ce n'est pas seulement ça. On peut penser aussi au viol, on peut penser aux violences psychologiques. Donc il y a vraiment un large panel. Donc où est-ce qu'on en est de la lutte contre toutes ces violences dont les femmes sont victimes, premièrement, et deuxièmement, que faisons-nous? On commence à réfléchir, on poste des pistes de réflexion, de solutions pour demain, on essaie de bâtir quelque chose pour l'avenir. La conférence sur la lutte contre les violences faites aux femmes en Guadeloupe se tiendra jeudi soir au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. L'entrée sera libre et gratuite, de quoi briser le silence sur ce sujet encore tabou. Et maintenant, parlons de cette campagne pour inciter les femmes à faire de la politique. C'est plutôt rare de voir ce genre de campagne, mais avouons qu'elle a le mérite de sa particularité. Voici les précisions de Marjorie Nadal. Depuis 2 ans, Axelle Collandjean ne quitte jamais son ordinateur des mains. C'est en laissant un poste de directrice de communication en politique qu'elle décide de lancer sa propre plateforme numérique, Caribbean Boss Lady. Un pure player qui encourage les femmes caribéennes à assumer et affirmer leur leadership. Depuis, elle cumule les 30 000 consultations du site par mois. On met le doigt là où ça fait mal. S'il y a des femmes, mais aussi des hommes qui nous suivent aujourd'hui et qui interagissent avec nous, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dès lors qu'il s'agit de place de femmes dans nos sociétés caribéennes. Ce succès immédiat l'a poussée à aller encore plus loin. Avec la journaliste indépendante Mylène Colmar, elle décide de créer en 2018 Objectif Boss Lady, un site d'analyse d'informations avec un angle toujours féministe. Avec l'aide d'émissions et de podcasts, elles invitent les femmes à entreprendre dans toute la Caraïbe. Il faut oser briser tous les plafonds de verre, qu'il faut oser s'engager, oser faire mentir le sort et les déterminismes afin de pouvoir apporter quelque chose de différent dans cette société guadeloupéenne qui a tant besoin de nous, qui nous accepte, nous femmes, quand on est dans le milieu familial, entrepreneurial, mais qui a encore du mal avec les femmes en politique, bien que nous ayons des exemples, tels que Gertie Archimède, Madame Borel-Incertain, mais quand il s'agit de distribution de portefeuilles, de délégation, ces messieurs ont toujours tendance à reléguer les femmes comme petites mains ou encore à les faire œuvrer dans la culture, le social. Alors, depuis 2 semaines, elle a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à l'engagement politique des femmes. Ce mouvement, Elle s'engage, s'inspire de personnalités telles que la sénatrice Victoire Jasmin ou encore la députée Justine Bénin. Les municipales approchant, elle souhaite transmettre un message. Faisons de la politique à la maison quand nous avons des enfants. Nous sommes négociatrices. Nos premiers administrés sont nos enfants. Nous sommes négociatrices. Nous gérons le budget. Nous faisons face à l'adversité. Nous faisons preuve de créativité. Comme disait Michelle Obama, ne laissez personne
personne parler pour vous. Dans 2 semaines, la plateforme caribéenne Boss Lady sera présente à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'Africa Web Festival. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé le 15 octobre et se terminera le 31 janvier 2020 dans l'Hexagone. En Martinique, en Guyane et aussi ici, chez nous en Guadeloupe, il est conseillé de se faire vacciner pour les plus fragiles, même si ce n'est pas obligatoire. Rappelons que 3000 personnes décèdent chaque année en France à cause de ce virus de la grippe. Marjorie Nadal. Le quotidien de Rosémée est perturbé aujourd'hui. Depuis quelques semaines, la campagne de vaccination contre la grippe a commencé et elle a décidé d'y participer sans appréhension. Ah non, moi, je ne suis pas faire du vaccin, moi. Eh bien, alors... Je vais faire sur ce bras-là, ça te va? Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Fais ton travail, ma fille. À 89 ans, elle fait partie des personnes jugées vulnérables à la grippe. Son vaccin est alors entièrement remboursé. C'est l'affaire de quelques minutes et le verdict est sans appel. Je n'ai même rien senti, moi. J'ai rien senti. Fièvre, courbatures, écoulement nasal, la grippe frappe chaque année. Le virus est en perpétuelle mutation et le vaccin est donc sans cesse révisé. Comme Davida, il est ainsi conseillé de le renouveler. Tous les ans, ce vaccin, on le prend. C'est pour empêcher d'avoir la grippe. Mais je n'ai jamais la grippe aussi. Chaque année, le virus touche jusqu'à 8 millions de Français. Les plus de 65 ans représentent 5 à 11% des cas, mais la quasi-totalité des 2000 décès annuels liés au virus. C'est une infection virale grave et qui peut se compliquer très rapidement. Qui dit personnes âgées dit polypathologie, diabète, hypertension, etc. Et du coup, en fait, c'est le fait d'avoir la grippe qui va accentuer ces pathologies qu'ils ont déjà. Voilà. Et du coup, quelquefois, malheureusement, entraîner la mort. Cette maladie est très contagieuse. Il est alors important de consulter immédiatement son médecin dès le début des symptômes. Victime d'homophobie, une ligne d'écoute téléphonique est mise en place à partir de ce week-end avec une quinzaine de bénévoles disponibles 24 heures sur 24. Marjorie Nadal a suivi leur formation. Des questions, les bénévoles de l'association Amalgame Humanis en auront pendant cette formation de 3 jours. D'ici peu, sera ouverte la première ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie de Guadeloupe. Les futurs interlocuteurs sont alors attentifs aux moindres conseils pour pouvoir gérer les appels à venir. C'est que vraiment les gens puissent parler, puissent s'exprimer, puissent aussi débattre, parce que certains ne vont pas être d'accord, c'est ça qui est intéressant, et qu'ils puissent, de par ce désaccord-là, faire naître quelque chose qui sera un vrai accord beaucoup plus global. Outre les apports théoriques comme le droit des LGBT, cette formation fait appel à la pratique, comme ce jeu de rôle comprenant une histoire fictive. C'est une jeune fille de 17 ans qui reconnaît qu'elle a des attirances pour d'autres femmes, mais qui ne souhaite pas en parler à son entourage, qui a très peur des réactions des uns et des autres, et qui a besoin de parler. Et l'intérêt de ce jeu de rôle, si je le propose en tout début de formation, c'est que ça fait uniquement appel à leurs compétences d'écoute. Cette jeune fille, elle n'est pas en demande de réorientation, elle veut juste parler à quelqu'un. En Guadeloupe, le sujet est particulièrement sensible. Depuis ses 10 ans, Maëlle se sentait mal dans sa peau jusqu'à ce qu'elle décide de changer de sexe à l'âge adulte. À cette période, elle aurait aimé avoir une oreille attentive, alors aujourd'hui, elle n'a pas hésité à devenir bénévole. Moi, durant ma jeunesse, je n'ai pas eu l'opportunité d'être écoutée, d'avoir des échanges. J'étais isolée et seule. C'est pour ça que je veux participer à cette ligne d'écoute. Et je suis là surtout pour apprendre à écouter, apprendre des autres et pouvoir échanger également. Cette ligne, intitulée Voix arc-en-ciel, sera active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle n'est pas encore ouverte et pourtant, elle libère déjà certaines paroles. Nous avons déjà des appels de personnes qui veulent savoir comment nous fonctionnons, des personnes qui nous disent merci d'avoir créé cette ligne d'écoute, des LGBT qui nous disent qu'ils pourraient être bénévoles aussi, ils pourraient s'associer. L'association Amalgame Humanis et la préfecture travaillent sur cette ligne depuis février. L'inauguration aura lieu demain soir à l'hôtel Arawak au Gosier. On va partir maintenant à Saint-François sur les traces de quelqu'un qui a décidé de se battre pour le tri sélectif. Marjorie Nadal a suivi ce retraité dans sa détermination. Aujourd'hui, et comme tous les jours, Chris prend sa voiture. Il est retraité, mais travaille au service de la planète.
Je vais à Anse-à-la-Gourde pour ramasser des déchets sur la plage et voir la situation avec l'organisation des poubelles et les bornes de tri sélectives à l'entrée de la plage. Chris habite en Guadeloupe depuis seulement 1 an et pour lui, chacune des causes environnementales est à défendre. Le tri sélectif, évidemment. Sur la plage d'Anse-à-la-Gourde, les poubelles ont été vidées depuis peu et pourtant, la bataille est loin d'être finie. On peut voir tout de suite qu'il y a des bouteilles en plastique, en verre, le papier, le carton, qui n'a rien à voir dans ces poubelles. Et en face, on a des bornes tri sélectives. C'est vrai, il faut faire quelques pas de plus. Il y a quelques feignantes qui ne veulent pas le faire, prendre le temps. Ça, c'est pourquoi j'espère ou je propose qu'on mette tous les bennes ensemble sur un même seul endroit pour faciliter la tâche pour les utilisateurs. Mairie, association, il a tenté de prévenir de l'état du littoral en vain. Il a alors décidé de transmettre son message autrement en créant ses propres t-shirts. Ce sont des exemples très très faciles, ça coûte pas cher, respecter la nature en créole. Et sur le dos, bien sûr, c'est ma lutte contre les malpropres qui continuent à polluer. Pour celui qui a grandi sur les belles plages de Floride, laisser l'océan avaler les déchets de l'homme est impensable. Il s'arme alors tous les jours de sachets recyclables et défile entre les touristes pour poursuivre son combat. Fourchettes, mégots, plastique, il ne laisse rien passer. Si je sais que j'ai peut-être sauvé la vie d'une tortue ou même un poisson, ça vaut de le faire et aussi de peut-être inspirer les autres de changer le comportement. Si j'arrive à changer le comportement d'une personne, c'est déjà ça, c'est important. Pour Chris, aujourd'hui, la récolte aura malheureusement été fructueuse. Demain, il recommencera encore et encore, en espérant qu'un jour, chacun respectera le paradis tropical qu'est la Guadeloupe. L'îlet du Gosier, ok, tout le monde connaît. Le phare de l'îlet, bien sûr, tout le monde le voit. Mais y a-t-il un gardien du phare? Qui est-il? Réponse, Marius Mathieu, qui a pu le rencontrer. Comme tous les matins depuis près de 30 ans, le départ de Jocelyn au travail prend des airs de grand voyage. Il est le seul restaurateur de l'îlet Gosier en Guadeloupe. Au départ de Pointe-à-Pitre, chargé de provisions, ce quotidien pourrait sembler usant, à moins de prendre la vie du bon côté. J'ai eu la chance de gagner ma vie, je pense que c'est un bien de la nature. Et en plus, j'ai une bonne vue, quand je pars, ça déstresse. On voit toute la chaîne de montagne, on voit la mer. Aujourd'hui particulièrement, la mer elle est belle. C'est superbe. Avec une mer peu agitée, il faut 20 minutes à Jocelyn pour atteindre sa destination. L'îlet du Gosier, c'est une petite île paradisiaque d'1 kilomètre de long, équipée d'un phare et située à quelques centaines de mètres au large de la ville du même nom. Le bateau est accosté, mais pour Jocelyn, pas le temps de profiter du rivage. L'homme de 61 ans se prépare à accueillir ses clients. Ici, des milliers de touristes et locaux viennent se restaurer et se détendre chaque année. L'idée d'accueillir des visiteurs est venue naturellement pour Jocelyn, fils du dernier gardien du phare de l'île. Je suis pratiquement né ici. Nous étions une famille de 7 garçons. Et nous avons passé toute notre enfance, notre petite enfance. Il y en a même qui sont nés ici, parmi mes frères. Parce que je suis le 3e de la famille. Mon père, c'était le gardien. C'était quelqu'un qui aimait la pêche. Alors c'est pour dire comment on a pu manger du poisson sur l'îlet. C'était plus poissonneux déjà et c'était un amoureux de la pêche. Alors tu vois cette table-là elle était au phare et elle est plus âgée que moi. C'est laquelle qui nous servait de manger en famille. C'est où que je suis né, pratiquement. Je me suis détaché à un moment donné pour partir en métropole et c'était plus fort que moi, il fallait que je revienne. Un endroit difficile à oublier, chargé d'histoire, d'anecdotes et de souvenirs de famille pour Jocelyn, le dernier témoin d'une époque révolue. Alors voilà, c'est la maison de mon enfance, c'est où j'ai vécu. Là on voit la fenêtre ouverte encore, c'est la cuisine, ce qui nous servait de cuisine. C'était une enfance très riche, que nous, en étant jeunes, très jeunes, on ne s'apercevait pas de ça. Mais maintenant, en vieillissant, j'ai encore des souvenirs qui reviennent, qui me permettent de constater que j'ai vécu une enfance merveilleuse. Dès 1973, le phare est automatisé.
Le passage du cyclone Hugo en 1989 met fin définitivement au gardiennage. Aujourd'hui automatisé et téléguidé, il ne nécessite plus l'intervention de l'homme. J'accompagnais mon père parce qu'en étant gamin, lui remontait vers les minuit, remonter le poids de 800 kg à la manivelle. Et c'est ce qui permettait au globe de tourner en descendant. Et l'idée de sa surface, elle n'a pas tellement changé. À part le banc de sable qui est parti, ça faisait la beauté de l'île, encore plus fantastique que maintenant. Il y avait les hélicoptères qui se posaient là-dessus. Et je pense que c'est à la suite de ce cyclone que ça a disparu. C'est un lieu naturel, les touristes viennent, ils respectent la nature. J'ai peur que ça devienne un endroit où le capitaux, des hôtels, des logements un peu de toutes sortes de gens, quoi. Ou bien le Guadeloupéen de classe moyenne ne puisse pas participer au bénéfice que se porterait cet endroit. Ça me fait peur. L'île et Gosier est depuis 2003 sous la protection du Conservatoire du littoral pour assurer sa préservation future. Un moindre mal à espérer pour cet endroit encore sauvage où le temps semble s'être arrêté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine sur ETV.